Parfois, la personne est juste à côté de vous et vous la voyez pas parce que vous vous interdisez aussi le bonheur. Bonjour, je suis Sonia Roland et je suis sur Rewell. À part les petites problématiques de santé auxquelles on est forcément confronté, moi je me sens tellement épanouie, je suis heureuse, je suis accomplie, j'ai fait mon travail d'introspection, je me sens forte, puissante, pleine de doutes quand même. Et d'ailleurs je pense que c'est sain d'avoir des doutes, parce que ça permet aussi de se réinventer. De se renouveler, mais je suis heureuse, je suis amoureuse. Je vois mes filles grandir, commencer à me dire bon bah maintenant maman, je vais peut-être trouver un appartement. Et je dis ah ouais là ça y est j'y suis quoi. C'est une période de ma vie et c'est pas hyper évident. J'ai l'impression quand même d'avoir franchi pas mal d'étapes, des angoisses, des complexes aussi. Et j'ai développé pendant très longtemps un syndrome de l'imposteur parce que justement je me sentais pas légitime, parce que je viens d'un autre monde. Quand on a été élue Miss France, c'est à la fois génial et en même temps ça vous pose quand même question. Vous vous dites attendez, moi je suis connue mais pour quel talent? Il m'a fallu quand même très longtemps pour comprendre ce à quoi ça correspondait tout ça en fait. Je me sentais tellement pas légitime que je me donnais des excuses, je me suis auto-sabotée pendant longtemps. Je me suis dit, il faut quand même que j'aille régler ce problème. Donc j'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapeute et je me suis fait, je pense, le plus beau cadeau de ma vie quoi. J'ai fait face à toutes mes angoisses, j'ai abordé une nouvelle moi à travers cette thérapie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça permet surtout à mon entourage, qui est lié émotionnellement à moi, de s'enlever cette charge. Après, c'est une démarche personnelle qui vous oblige énormément parce que vous allez en faire face à des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais ça résout quand même énormément de choses quoi. Quelques petites humiliations que j'ai vécues quand j'arrivais sur des tapis rouges, des actrices qui ne voulaient pas poser avec moi parce que je n'étais pas actrice ou des castings auxquels j'avais pas accès parce qu'on me disait pardon mais t'es pas encore, je veux dire t'es pas considérée comme comédienne quoi. Et alors que j'avais fait des ateliers, que j'avais fait des formations, mais il fallait toujours enfoncer les portes. Bon, c'est le cas de beaucoup de comédiens, mais il y avait un truc assez injuste et à un moment je voulais lâcher. Et puis je me suis dit non, j'ai pas à m'excuser d'être là, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. La thérapie m'aide à avancer de façon sereine. Vu les métiers qu'on fait, qui vous exposent constamment aux critiques, aux petites choses qui vous font du mal finalement à l'âme. Donc cette âme, il faut la réparer tous les jours. Le jugement des autres quant à vos choix, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous mangez, si vous êtes grosse, si vous êtes maigre, si vous êtes belle ou moins belle, parce qu'il y a des jours où on est fatigué, on n'a pas envie de prendre soin de nous, vous êtes constamment jugé et ça c'est pas forcément évident, donc je pense qu'il faut savoir passer les critiques. On peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Je suis très imparfaite, j'ai conscience de l'être et du coup, je veux pas que mon homme soit le réceptacle de toutes mes frustrations. J'ai envie de vivre une vie paisible. La maison, c'est un sanctuaire paisible, serein. J'ai tout fait pour laisser ma vie professionnelle et disons publique derrière cette porte. Je ne veux pas amener ça dans ma maison. Alors je parle parfois de mes projets, de mes doutes avec mon compagnon et avec mes enfants aussi, parce que quand on part 4 mois en tournage en Martinique par exemple, je suis à 8000 km de mes filles, il n'est pas question que je ne sois pas aux commandes de ce qui fait leur vie aujourd'hui, c'est-à-dire la scolarité, leur santé, elles peuvent compter sur moi. Tomber amoureuse à 40 ans, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se donner aussi cette chance. Il faut pouvoir y répondre en laissant de côté ses mauvais réflexes. C'est sûr qu'à 40 ans, on n'est plus la même qu'à 20 ans, on est un peu moins naïve. Cet amour arrive à un moment où je suis effectivement très épanouie professionnellement, très épanouie en tant que maman. Donc il n'était pas question que cet amour-là vienne perturber cet équilibre que j'ai créé. Donc soit la personne que j'accueille dans ma vie et qui m'accueille dans la sienne, on regarde dans la même direction, sinon c'est pas la peine. Et il y a une notion qu'on oublie, c'est le célibat heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et qui sont très heureux. J'avoue que avant de rencontrer ou de revoir, disons, parce que c'est un amour de jeunesse que je retrouve, avant de le revoir, je me disais, j'ai pas vraiment besoin de la présence d'un homme dans ma vie. Et en même temps, maintenant, je me rends compte que ça fait du bien quand même de partager, d'avoir une épaule sur laquelle aussi se reposer quand on a des doutes, quand on n'est pas bien. Je vis avec quelqu'un qui est ultra positif et qui, lui, me donne des ailes, il me permet d'être ce que je suis. Et c'est formidable d'être avec quelqu'un qui vous tend le bon miroir, en fait.
de ce que vous êtes. On a vécu pendant 20 ans une amitié assez spéciale parce qu'on sentait quand même qu'on avait une attirance l'un pour l'autre, mais on acceptait aussi les vies de chacun. Bizarrement, ce sont nos amis, quand ils ont su qu'on était ensemble, ils ont dit « mais finally !» parce que depuis le temps, moi je me dis bon, parfois la personne est juste à côté de vous et vous la voyez pas parce que vous vous interdisez aussi le bonheur. Aujourd'hui, j'ai la preuve qu'on peut aussi bien vivre une vie amoureuse avec quelqu'un qui vous accompagne dans vos rêves. Il y a une amitié un peu plus évidente entre les personnages, donc le mien, Mélissa Sainte-Rose, et celui de Béatrice de la Boulaye, Crivelli. On est à la fois complices et en même temps on se déteste et ça crée des situations très comiques. Donc il faut quand même qu'on ne lâche pas ça. Avis aux auteurs. Je retrouve mon personnage que j'adore, qui commence un peu aussi à m'inspirer bizarrement dans ma vie de quarantenaire. Elle me canalise. Mélissa Sainte-Rose est une femme qui accueille toutes les problématiques mais avec une certaine philosophie. Elle n'est jamais dans la contradiction. Elle va essayer d'analyser le problème. Elle est hyper diplomate, que je deviens doucement. J'ai quand même commencé la première saison avec des ados. Alors que mes filles n'étaient pas encore tout à fait adolescentes. Donc j'ai évolué avec ce personnage tout en évoluant aussi dans ma vie de mère. On connaît évidemment Miss France, on connaît aussi l'ambassadrice de Mixa. Et en fait, on n'avait pas conscience de ce qui m'avait vraiment nourrie. J'avais l'impression que les gens ne me connaissaient pas. Moi qui ai grandi dans plusieurs niveaux sociaux, dans une vie plutôt confortable en Afrique, j'ai fait une adolescence dans un milieu social plus ouvrier, plus dur, plus difficile. C'est un milieu qui m'a quand même construite autrement, qui m'a appris ce que pouvait être le combat et puis surtout la notion de labeur. Et j'avais un besoin de raconter cette histoire aussi pour montrer ce que peut être la résilience, ce que peut être la solidarité populaire. Bien qu'on vienne d'un milieu social ouvrier, difficile, où on a l'impression que le champ des possibles ne s'offre pas à nous. J'ai toujours rêvé d'être actrice, mais j'avais quand même conscience qu'il n'y avait pas une représentation aussi évidente et il fallait quand même pouvoir se projeter sans avoir forcément d'exemple de réussite. Il y en avait quelques-uns qui m'ont quand même bien inspirée, mais ils étaient souvent masculins, comme Mousse Diouf. Donc j'ai décidé de mettre toutes ces angoisses de côté et de me dire allez, même si t'es pas forcément attendu là, tu vas mettre toutes tes forces et tu vas y arriver. J'avais envie à travers ce film que les gens puissent rêver grand avec moi. Voilà. C'est drôle parce que c'était une démarche qui venait de l'extérieur. C'est un documentaire qui m'a été proposé et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de connaître tout sur ma vie, les origines, pourquoi j'irais faire ce chemin-là. On fait ce pas de côté et c'est assez dingue. Bon, moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes. Je suis née au Rwanda. Cet héritage-là, il s'étiole un peu avec le temps parce qu'on a plus de dialogue avec les anciens. Et moi, je suis très attachée à ça. Je viens d'une culture rwandaise qui est une culture de transmission. Ma mère a toujours eu à cœur de nous transmettre ça, à tel point que en 2015, elle a fait un AVC très violent qui l'a cloué dans un fauteuil roulant. Et elle s'est dit, j'ai failli y passer et je n'ai rien légué de mon héritage culturel à mes enfants. Et elle nous a, à mon frère et moi, offert un petit livre dans lequel elle a mis toutes ses mémoires. C'est incroyable, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle nous a fait. C'est important d'aller convoquer cette mémoire. Ça nous construit, ça nous nourrit, ça nous donne aussi d'autres perspectives, une autre vision de nous-mêmes. J'ai amené mes filles au Rwanda dans le cadre de mon association pour les enfants, Maïcha Africa. J'avais cette volonté aussi qu'elles comprennent les racines qui sont les miennes et qui sont aussi les leurs. Elles se sont rendues compte qu'il y avait des enfants qui avaient beaucoup moins qu'elles. Et je pense que ça a amené un truc qui est essentiel d'ailleurs pour se construire bien, c'est l'empathie. J'ai de la chance, j'ai des filles qui sont très empathiques, bien élevées, après qui vivent leurs problématiques d'adolescentes. Et ça c'est normal, il faut accueillir tout ça. Je fais du sport depuis toute petite. Ma mère, pour me canaliser, m'a mise au basket très jeune. Sport collectif, ce qui est bien mieux, parce qu'on apprend le travail d'équipe, quoi. Après, on prend le pli parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui nous fait du bien. J'ai aucune addiction, à part celle du sport. Je vais à la salle, je fais du pilates. Je suis pas une grosse mangeuse, mais j'essaye de bien manger. La chance, c'est que je viens d'un milieu plutôt rural, parce que ma grand-mère, quand elle nous a accueillis en 90, elle nous a appris à manger les légumes du jardin. Je rêve d'avoir un potager à nouveau. J'essaye de manger équilibré, je mange pas le soir parce que j'ai pas du tout de faim, mais c'est chiant quand même. On peut pas vraiment partager de super moments avec ses potes. En général, c'est le soir que ça se passe. Bon, c'est pas grave, des fois je fais l'effort, mais je dors hyper mal quand je mange le soir. Je crois que la plupart des médecins vous disent qu'il vaut mieux ne pas manger trop le soir.
Ça permet quand même au corps de se régénérer et puis d'être en forme le lendemain. Par contre, j'ai une grosse faim le matin. J'ai pas forcément tout de suite le réflexe de manger. Je fais un petit peu de sport, même 30 minutes. Et puis après, je passe au petit-déj. Là, c'est un petit-déj de roi. Les avocats toast, muesli, granola, tout ce qu'on peut ingurgiter pour être bien dans la journée. Bien se démaquiller, ça c'est évident, le soir. J'ai appris avec l'âge que moins on se maquillait, mieux c'était quand même. Ça accentue les rides, ça accentue les traits de fatigue aussi. J'ai une routine assez simple. Je fais très attention à ma peau. C'est un héritage africain. Depuis toute petite, on nous apprend à nous crémer et nous crémer et nous crémer. Parce que sinon on a la peau, ma mère appelait ça la peau de crocodile. En avançant dans l'âge, je me rends compte quand même que j'ai une peau qui est plutôt cool, qui répond plutôt bien parce que j'ai pris soin d'elle depuis très longtemps. On ne naît pas femme, on le devient. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir mes potes, boire du bon vin, faire du sport, accepter aussi ces moments de fatigue et ne pas les refouler, se mettre dans un canapé, prendre un livre. Il y a un moment, il faut s'obliger aussi à se faire du bien. Je suis constamment à plein régime, quoi. Non seulement c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour son entourage, tu deviens infernal. Donc il y a un moment, tu lèves le pied, tu prends soin de toi. Je fais des hammams, gommages, de la lassothérapie. Se faire du bien, autant que faire se peut. Il y a mes enfants aussi, la calinothérapie. J'ai besoin de câliner mes filles. La calinothérapie, c'est un truc que je conseille à tout le monde.